Bienvenue dans nos locaux de l'UNEP Île-de-France, à Hermont, dans le Val d'Oise. La délégation régionale de l'UNEP Île-de-France est constituée par Jessica Merlos, assistante régionale, et moi-même, Juliette Allenet. Les enjeux de l'UNEP, donc l'Union nationale des entreprises du paysage, sont de promouvoir et représenter le secteur des espaces verts. Nous sommes présents à travers nos 13 délégations régionales pour répondre aux questions des adhérents et faire le lien directement avec les services proposés par l'UNEP. Son grand nombre d'adhérents composés d'entreprises de différentes tailles est également représentatif du secteur d'activité auprès des pouvoirs publics. Adhérer à l'UNEP vous permet d'avoir accès à une base documentaire riche, des réponses précises à vos questions, des informations communiquées via nos newsletters. Vous souhaitez nous rencontrer? N'hésitez pas à nous appeler. Assemblée Générale 2021, la suite, donc après le rapport d'Assemblée Générale. D'ailleurs, je rappelle que vous devez voter, ou vous pouvez voter avec le lien qui vous a été envoyé ce matin jusqu'au 15 juin, donc n'hésitez pas. Voilà, si la présentation de ce matin, je l'espère, vous a convaincu. On attaque notre deuxième temps fort de la matinée. Jean-Marie Provoto, bien sûr, est resté avec nous. Et puis, vous êtes bien entourés puisqu'on va avoir dans un instant la prestation de Flore Diradorian. Bonjour Flore. Bonjour. Vous êtes paysagiste conseil chez Astre d'Or Seine-et-Manche, et dans un instant on va découvrir les solutions de végétalisation comme alternative au désherbage avec, on va voir, beaucoup d'illustrations, vous allez nous montrer tout ce qu'on peut faire. Ça va être un atelier finalement assez pratique. Et puis juste après vous, on a Dimitri Ratioville qu'on accueille. Bonjour Dimitri. Bonjour. Vous êtes psychologue du travail et vous allez nous parler d'un sujet d'actualité, enfin brûlant, qui a pu toucher pas mal de gens sur les derniers mois, c'est réagir au stress en temps de crise. Voilà, on a eu un très bel exemple. On va voir avec vous ce que c'est que le stress, quels sont ses mécanismes, est-ce qu'il y a du stress positif, du stress négatif, comment on s'en sort et comment même on peut peut-être s'en servir pour le travail. Voilà, on va être galant si vous le voulez bien et commencer avec Flore. Flore Diradorian, vous êtes donc paysagiste conseil chez Astre d'Or Seine-et-Manche. L'idée, c'est de trouver une alternative aujourd'hui à tous les produits phytosanitaires qui de toute façon n'ont pas la cote, sont en train d'être drastiquement diminués, bien sûr par l'extension de la loi Labbé. Ça tombe bien, il y a des nouvelles solutions, vous allez nous les présenter. Évidemment, il n'y a pas le même temps de travail. Vous allez nous présenter les solutions, les pistes, mais tout d'abord, présentez-vous et présentez-nous Astre d'Or Seine-et-Manche. Oui, donc Flore Diradorian, je suis paysagiste conseil, j'ai une base, je suis paysagiste concepteur et je travaille chez Astre d'Or Seine-et-Manche. Donc Astre d'Or Seine-et-Manche, c'est l'unité régionale de l'Institut technique de l'horticulture Astre d'Or. Nous sommes situés sur la partie Seine-et-Manche, donc on balaye l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Donc nous sommes basés sur plusieurs sites avec mes collègues, donc un site en Île-de-France à Saint-Germain, 2 sites en Haute-Normandie à Mont-Saint-Aignan et à Terre-de-Caux, et enfin en Basse-Normandie à Caen. Nous avons pour cela plusieurs domaines d'expertise. Donc mes collègues font de la recherche appliquée sur le végétal, aussi bien sur de la fleur coupée, de la pépinière, mais aussi depuis quelques années sur le paysage. Donc on fait aussi tout ce qui est recherche appliquée sur les systèmes de culture pour les producteurs, donc aussi bien pépiniéristes que horticulteurs. Et on essaye maintenant, avec la loi Labbé, de s'orienter vers l'environnement, de pouvoir faire des choses en éco-phyto et enfin on accompagne les professionnels d'un point de vue technique et on essaye de les former également. Donc voilà pour Astre d'Or, Seine-et-Manche, une grande région, on l'a compris. Oui. Est-ce que vous pouvez également nous présenter Florisage? Oui, alors Florisage a été créé en 1987, c'était une association à l'initiative des producteurs de la Haute-Normandie qui avait pour but du coup de promouvoir le fleurissement dans les aménagements paysagers de qualité. Et cette association a été dissoute l'année dernière pour devenir une marque appartenant du coup à Astre d'Or Seine-et-Manche. On garde les mêmes problématiques, les mêmes objectifs, mais voilà, pour un souci de praticité, c'est devenu une marque. Donc le but étant de valoriser la production locale, favoriser l'innovation par l'expérimentation, et c'est vraiment une marque qui est tournée vers le paysage parce que ses adhérents sont des communes, des professionnels, des professionnels du paysage, des établissements d'enseignement, et on a aussi un partenariat du coup avec l'UNEP Île-de-France.
On attaque le vif du sujet après ces présentations. Oui, tout à fait. Flore, comme ça, on peut se dire qu'effectivement, désherber, c'est pas la chose la plus agréable. Enfin, dans vos métiers, ça va pas être le plus sympathique. Donc, vous êtes venu justement avec des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Et on démarre avec la végétalisation des cimetières. Oui, tout à fait. Donc, c'est un programme d'expérimentation qui a été lancé en 2016 et qui a été mis en place sur des sites pilotes, donc 8 en Normandie. Et là, on a essayé de végétaliser pour ne pas désherber. Donc, on a mis de la végétalisation pour éviter cette tâche fastidieuse qui est le désherbage. Donc, nous avons choisi 8 sites pilotes en Normandie qui ont été choisis en fonction en fait, de leur implantation. Il fallait qu'ils soient assez représentatifs de la région, parce qu'on ne pouvait pas implanter sur tous les cimetières de la région. Donc voilà, on a choisi vraiment une représentativité régionale, que ce soit avec des contraintes techniques qu'on pouvait retrouver dans plusieurs sites, des caractéristiques climatiques, pédologiques, l'hydrométrie, etc., les sols, les typologies paysagères, parce qu'on a plusieurs types de cimetières, et enfin on a essayé de voir si les communes étaient intéressées pour aller sur ce genre de pratique. Elles étaient plutôt intéressées. Comment l'accueil a été quand vous dites voilà, on va tout remplacer ou on va tenter une expérimentation dans votre petit cimetière, parce que c'est des petites communes? Ouais, alors il y a quand même la ville de Caen, mais effectivement c'est des cimetières qui n'étaient pas tous très grands, et on nous a un peu regardé au départ avec des yeux un petit peu ronds, mais la loi Labbé commençait à arriver, donc on sentait qu'il y avait quand même cette réduction des produits phyto qui allait arriver, et que le cimetière est un dernier site où on peut utiliser les produits phytosanitaires. Donc voilà, on a quand même senti sur certaines communes qui étaient déjà précurseurs sur d'autres sites, qui nous ont dit ah oui, finalement nous ça nous intéresse bien, on aimerait bien mettre des petites choses en place. Donc c'est comme ça que ça s'est un petit peu lancé, et d'autres, en voyant ce qui a été fait, ont pris l'initiative eux-mêmes de le faire. Voilà, donc là on a vraiment l'expérimentation, ce qu'on en a ressorti, ce qu'on conseille, ce qu'on déconseille, parce qu'il y a des ratés aussi. Mais donc, voilà, c'était le but. On va voir ça. Alors, 8 sites pilotes, donc qui a accepté de jouer le jeu, et je crois qu'on a pas mal d'images pour voir l'avant-après. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Donc, simplement, avant, une petite synthèse chiffrée de tout ce qui a été mis en place sur ces 8 sites pilotes. Donc une grosse majorité d'enherbement, aussi bien manuel, mécanique qu'en hydroseeding, et ensuite une partie un peu plus réduite, à peu près un tiers, qui a été fait en semis de vivaces, implantation de vivaces ou semis de prairies fleuries. Voilà, pour vous donner un petit peu l'idée. Très bien, on va voir ce que ça a donné voilà, pratiquement. On a quelques images, est-ce que vous pouvez nous les commenter? Voilà, on a le avant-après, c'est ça? Tout à fait. Alors les photos sont plus ou moins précises, voilà, pour un avant-après, mais l'idée c'était de montrer ce à quoi le cimetière ressemblait avant. Donc là on est sur Maine-Villette, c'est essentiellement de l'enherbement qui a été fait en hydroseeding en octobre 2018. La photo après est une photo qui date de 2020, donc ça permet 2 ans après de se rendre compte que l'enherbement a bien pris, et de modifier aussi la perception du cimetière. Ça permet aux gens de se dire voilà, avant c'était comme ça, maintenant c'est ainsi. Avec la Fredon Normandie, on a fait une enquête en fait de satisfaction. Ça nous a permis de dire aux gens ah ben non, finalement l'enherbement on a bien aimé. Ça permettait de mettre les avant-après, de comparer. Ouais. Est-ce que le retour c'était de la part de la commune ou même des usagers, c'est-à-dire de ceux qui vont Les deux. visiter? On a fait, la Fredon a fait les deux, du coup a enquêté auprès des agents techniques, des élus, mais aussi quand ils ont croisé des gens dans les cimetières, c'était de poser la question qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, votre cimetière avant il ressemblait à ça, maintenant il ressemble à ça. Vous êtes plutôt pour, contre, pourquoi? Enfin voilà. Et on va voir au fur et à mesure, je vous expliquerai qu'il y a eu... Alors non seulement ça a l'air plus agréable, c'est vrai déjà à l'œil, mais en plus on se dit, voilà, de la première image on voit qu'il y a les fameuses mauvaises herbes. Là c'est beaucoup plus simple aussi à entretenir. Oui, alors c'est plus simple à entretenir effectivement parce qu'on passe un petit coup de tondeuse ou un petit coup de rotophile pour faire les finitions, on a quelque chose d'assez propre. Et la mauvaise herbe on la voit plus parce que même si elle est présente dans le gazon, et visuellement du vert sur du vert ça ne se voit pas. Alors que du vert sur des gravillons de couleur claire c'est un peu tranchant et c'est la première chose qu'on va voir. Et pour le travail des gens qui s'occupent du coup du cimetière, est-ce que ça sera plus long d'arracher les mauvaises herbes ou d'entretenir la pelouse? Alors,
En fait, ça dépend de l'implantation du cimetière. Des fois, on a des cimetières très en pente où là, effectivement, le travail est un petit peu plus fastidieux quand on a du mécanique. Mais globalement, ils préfèrent passer la tondeuse, le rotophile, nettoyer les fleurs, plutôt que passer une semaine à désherber un cimetière, sachant que la majorité des cimetières, vous commencez, au bout de la semaine, vous avez fini, puis lundi, vous recommencez, quoi. Donc, c'est vrai que... Et puis, la position de désherbage à la main, pour la majorité des collectivités, c'est quand même hyper fastidieux d'être penché, d'avoir le dos courbé, et puis, les poignets, etc. C'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est vrai que là, ils préfèrent, c'est comme un entretien entre guillemets de parc ou d'espace vert, et c'est beaucoup plus agréable. Donc un travail différent et peut-être plus gratifiant également. Tout à fait. Je crois qu'on a d'autres exemples. Oui, on a les 8 sites pilotes. Donc là, on est sur la commune de Fauville-en-Caux, qui est maintenant devenue Terre de Caux. Donc on a également un enherbement qui a été fait en hydroseeding. Donc on voit bien que les grandes allées gravillonnées ont laissé place à des allées enherbées, ce qui est quand même visuellement assez sympathique. Beaucoup mieux. D'autres exemples, oui. D'autres sites qu'on va voir. En tout cas, c'est vrai que, donc on l'a dit pour l'entretien, alors voilà, c'est des remontations. Donc là, on est passé à Regnéville-sur-Mer, donc toute petite commune où le cimetière a été également végétalisé. Alors là, on a fait essentiellement de l'implantation de vivaces et de sédum en intertombes. Donc les espaces interstitiels entre les tombes qui sont pas bétonnés. Des fois, sur certains cimetières, c'est bétonné, là, pas du tout. Donc c'était comment trouver une solution pour que ces espaces qui sont rikiki, où on ne peut pas passer avec une débroussailleuse parce que c'est vraiment étroit, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place pour éviter que la mauvaise herbe ressorte sur ces espaces? Donc on a essayé plusieurs vivaces, on les verra après, et aussi des tapis de sédum, des sédums en fragments. Enfin voilà, le but était de trouver une solution à ces espaces très étroits et très réduits. Ça veut dire que voilà, quelle que soit la configuration, finalement, on peut trouver une solution enherbée ou mettre d'autres fleurs, semis, fleuris, vivaces, etc. C'était notre but. On continue avec le Homais d'Artenay. Tout à fait, toujours. Et là, donc, c'était un enherbement hydraulique, donc en hydroseeding, et l'implantation de prairies fleuries sur les longs de murs. Donc on voit que à la mise en place, on n'a pas forcément quelque chose de très régulier, mais on verra sur d'autres photos qu'à la fin, on arrive à des choses très intéressantes. On voit donc du coup, entre novembre 2018 et automne 2019, c'est quoi? C'est à peu près un an. Ça va être quoi le délai pour passer de l'un à l'autre? Alors sur de l'hydroseeding, l'avantage c'est que c'est très rapide. C'est une graine qui est projetée du coup avec de la fibre, et ça permet un démarrage assez rapide. On a un enherbement qui se fait assez rapidement, contrairement à un enherbement manuel. Nous, c'est la différence qu'on a vue sur les expérimentations entre les sites qui ont été mis en enherbement hydraulique et ceux qui ont été mis en enherbement manuel. Ça part plus vite sur de l'hydraulique. Après, in fine, au bout de 3 ans, ça se ressemble. Voilà. On a quelque chose qui s'équilibre. Ok, donc voilà pour... Bon, alors on va sur un cimetière un peu plus grand, celui de Caen, cimetière de Vaucelles. Oui, donc un des 2 cimetières de Caen, parce qu'on a travaillé sur 2 cimetières différents à Caen. Donc là, sur le cimetière de Vaucelles, on a travaillé sur d'autres tombes, les tombes étant très écartées les unes des autres, mais ce n'était pas vraiment des allées, donc il fallait vraiment trouver une solution pour ces espaces qui ne servaient pas à grand-chose, à part ranger les pots de fleurs et les arrosoirs. Donc, et qui étaient vraiment envahis. Donc là, c'était vraiment le but de créer un massif. Pourquoi pas? Un cimetière peut devenir un jardin, et c'était un peu la volonté de cette action. Et de l'enherbement sur des allées plus ou moins grandes. Et je crois qu'on a un dernier. On en a encore 3. Ah, 3, bah, d'accord, oui. Alors allons-y. Ah oui, c'est vrai qu'on en a 8. On en a 8. Donc là, sur le cimetière de Saint-Gabriel, c'était essentiellement de l'enherbement et de l'enherbement manuel et mécanique. Donc pour voir la différence avec les sites qui ont été implantés en hydroseeding. Ouais, là c'est très joli. Et on a même des... Qu'est-ce que vous avez mis des fleurs là sur le Non, c'est les feuilles qui sont tombées des arbres qui font le tour. Oui, c'était peut-être pris en octobre. On continue. Donc là, sur les 2 cimetières de l'Eure, on a fait de l'enherbement manuel et de l'implantation du coup de vivaces en bord de muret, en bord de tombe et en intertombe. Donc aussi bien sur le site d'Arnières que sur le prochain qui est sur la Bonneville-sur-Iton. Ouais, là on voit bien la différence, honnêtement. Oui, en bas, là à gauche, c'est assez flagrant. Ça faisait cimetière un peu abandonné. Et là, c'est vrai que ça s'est embelli. C'est assez flagrant, et pour le coup, les utilisateurs en sont assez contents. Et enfin, le dernier,
donc à la Bonneville-sur-Iton, où je vais vous préciser qu'on est sur un cimetière qui est sur un coteau et on a eu des ravinements d'eau de pluie et des gros orages juste après implantation, donc on verra dans les résultats après sur les enherbements, mais voilà, on a eu quelques soucis sur ce cimetière-là qui donnent des résultats du coup un petit peu moins probants. Ah, ça marche pas à tous les coups du coup. Ça ne marche pas à tous les coups. Bon, très bien. Est-ce que donc voilà des différents exemples, des sites sur lesquels vous avez travaillé. Est-ce qu'on a les alors on va voir maintenant les résultats puisque c'était des expérimentations, mais in situ. Tout à fait. Alors là, on va peut-être passer un petit peu rapidement. C'est les différentes graines qu'on a utilisées pour les mélanges. Bien évidemment, le diaporama sera fourni, donc vous pourrez les retrouver. On retrouve des choses très classiques comme de la fétuque, du paturin, du raigrasse et du micro-trèfle aussi. On verra que le micro-trèfle peut être une solution très intéressante. Ainsi que le dernier. L'agrostide. L'agrostide, très bien. Donc là, on a un tableau qui reprend tous les gazons qui ont été implantés en fonction des différents sites. Et on se rend compte que ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont des mélanges à base de fétuque en complément avec un petit peu de raigrasse. C'est ceux qui s'en sortent le mieux sur nos sites pilotes. Alors chaque site est différent. On a remarqué qu'en fonction de l'ombrage, s'il y avait des arbres ou pas, on ne retrouvait pas les mêmes mélanges. Donc c'est à adapter forcément en fonction des sites. Et on est là du coup pour conseiller les gens qui ont besoin de ce genre de conseils. Leur dire voilà, si votre cimetière est plutôt ombragé, il faudra aller plutôt sur ce mélange-ci que sur ce mélange-là. D'accord. On voit que le travail réalisé en tout cas est plutôt très structuré. C'est mes collègues expérimentateurs qui font ce genre de choses, de notation et de résultats, et ça me permet à moi de pouvoir orienter les collectivités, les professionnels. On continue, Fleur d'Iradorian, avec la végétalisation des espaces. Alors, on n'a pas tout à fait fini. Donc là, c'est simplement les comparaisons de techniques d'implantation. C'est ce que vous m'aviez demandé tout à l'heure sur tout ce qui va être hydroseeding, semi-mécanique, semi-manuel. Je pense que les photos d'après sont un petit peu plus parlantes. Sur l'hydroseeding, on a des choses qui se mettent vraiment rapidement en place. Mais on a remarqué au bout de 4 ans d'expérimentation que sur certains sites où il y a beaucoup de passages de véhicules, le gazon, le mélange est peut-être pas toujours adapté, donc on le voit bien par exemple à Fauville-en-Caux ou sur les espaces où il y a très peu de passages, le gazon est vraiment superbe. Sur les allées principales, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on s'est rendu compte au bout des 4 ans d'expérimentation qu'il y a effectivement des ajustements à faire dans les mélanges, dans les choses mises en place. Mais c'est quand même un bon démarrage et un bon début pour proposer des choses. Voilà, effectivement, c'est sûr sur les zones où on marche beaucoup. Alors on regarde ce que vous avez mis. Donc là, on est sur tout ce qui est vivace en intertombe et d'autres tombes. C'est toutes les vivaces qu'on a testées. Donc on en a un petit paquet et on va voir que, in fine, on n'en a pas gardé beaucoup. Voilà, on n'en a gardé que quelques-unes qui avaient des aspects esthétiques intéressants. Donc pour revenir à l'étude qu'on a eue avec la Fredon, quand ils ont questionné en fait les populations qui se promenaient dans les cimetières, à partir du moment où la plante ou la fleur dépassait le monument, ça devenait rédhibitoire en fait. C'était pas possible. Et on s'est rendu compte aussi que certaines qui avaient des développements la première année, on s'est dit oh là là ça marche bien, c'est assez sympathique. Et finalement au bout de 4 ans, ça commence à grimper un petit peu partout et ça commence à poser problème. Donc celles-ci, on s'est dit qu'elles étaient envahissantes. C'est le cas du Polygonum, c'est le cas de la Frankénia par exemple. Donc celles-ci sont plutôt à éviter. Un bon démarrage mais trop bien démarré. Et à contrario, il y en a d'autres qui font vraiment des petites touffes comme la Centaurea qui fait une petite fleur. Celles-ci sont assez bien perçues. Donc on a un intérêt parce que ça couvre la mauvaise herbe, n'arrive pas à passer à travers la petite touffe, ça fait des fleurs et c'est bien perçu. Donc sur celle-ci, c'est vrai que c'est plus intéressant de travailler sur ce genre d'espèces-là. Donc le petit tableau reprend un petit peu ça, lesquelles ont été intéressantes. On a également travaillé sur des modules en association, donc des mélanges de plusieurs vivaces ensemble pour créer des petits massifs. On voit bien que ceux qui s'en sortent mieux, c'est les népétales, les narias et le géranium. Donc sur ce mélange-là, on a quelque chose d'assez sympa. Voilà, d'un point de vue recouvrement, au bout de 2 ans, on était à 80%, donc ce qui est assez intéressant pour concurrencer les plantes adventices. Alors justement, on va en parler dans un instant, avec la végétalisation. Alors les petites photos des petits modules. Ah, j'ai pas tous les... Ok, allez-y.
Juste après. Voilà, juste pour terminer, sur les cimetières, on a travaillé sur tout ce qui est prairies, gazon fleuri et enfin les tapis sur la diapo d'après. On voit bien que donc sur les prairies, on n'a pas eu des résultats super intéressants. Comme je vous disais, on a mis ça sur un site où il y a eu un gros orage, tout a lessivé, tout est descendu. Bon, voilà, suivant. Et pour terminer, on a travaillé sur tout ce qui était tapis pré-végétalisé. Donc tapis pré-végétalisé en vivace, on déroule, ça se met en place, c'est déjà tout mignon, c'est top. Franchement, les collectivités qui ont eu ce genre de choses nous ont dit oh là là, c'est génial. Bon, certes, c'est un certain prix, mais voilà, c'est top, on a quelque chose de visuel tout de suite. Et sur les sédums, on a travaillé sur 2 tapis venant de 2 fournisseurs différents et des fragments. Donc les tapis sont un petit peu plus chers à la mise en place parce qu'on déroule, les petits sédums sont piqués dedans, etc. Les fragments, on a vraiment les têtes qu'on sème. Et mais vous voyez, vous avez les 3 là sur les photos et on voit bien qu'au bout de 3 ans, on a quelque chose d'assez similaire qui recouvre assez bien, qui est vivace, qui fleurit, qui est mellifère parce que les sédums attirent les petites abeilles. Donc pourquoi pas, comme solution en intertombe ou sur des espaces très peu piétinés, ça peut être très intéressant. Du coup, les différentes communes là qu'on a vues, les grandes, les moins grandes, elles ont reconduit l'expérience, elles ont décidé d'adopter ce dispositif? Oui, la majorité ont décidé d'adopter et même donc sur les cimetières de Caen, on a travaillé sur des toutes petites parties parce que comme beaucoup de cimetières dans les grandes villes, c'est vraiment des gros cimetières assez énormes. Et je sais que la ville de Caen a du coup pérennisé la chose et petit à petit dans ces cimetières part sur ce genre de choses et se sont servis des expérimentations de gazon qu'on a fait chez eux pour dire ah celui-ci marche mieux donc on va essayer de le reconduire, tel vivace ça marche plutôt bien, donc voilà, eux ont pérennisé et on va voir sur la diapo suivante qu'on a mis en place des choses aussi pour aider voilà, les collectivités. On a créé une fiche technique sur la végétalisation des cimetières et un guide pour reconnaître les plantes sauvages dans les cimetières avec la Fredon. Ce qui permet, ce guide était pour volonté de dire que même il y a certaines en fait, plantes adventices ou mauvaises herbes qui peuvent être utiles dans un cimetière, donc pourquoi pas savoir les reconnaître et les conserver. Il faut les conserver. Ok, on continue avec la végétalisation des espaces contraints. Oui. Donc ce qu'on appelle espace contraint, ça va être pied d'arbre, pied de mur, enfin tout ce qui est un peu compliqué dans une collectivité à gérer ou même chez un particulier des fois. Donc là, c'est toutes les vivaces qu'on a testées. Alors cette expérimentation est encore en cours, donc j'ai pas forcément beaucoup de résultats à fournir, mais au moins ça permet de donner une idée de ce qu'on fait et de ce qui va être projeté sur l'année prochaine. Donc on a testé ces vivaces-là en modules. Donc on a les photos juste après. C'est des modules d'1 mètre carré sur lesquels qu'on a mis sur notre station avec des technosols un petit peu compliqués. Donc 3 technosols différents. Donc on avait notre terre végétale qui est notre référence et 2 technosols, donc un avec du béton concassé, du compost et un autre avec de la terre excavée, des graves concassés et du compost. Et on a mis les mêmes plantes sur ces 3 technosols en répétition pour pouvoir voir comment elles allaient pousser dans des milieux très compliqués. C'est très acide. Donc on n'a pas fait de choix de plantes par rapport au pH, on a pris celles qui nous intéressaient d'un point de vue bibliographique sur lesquelles on avait des choses qui pouvaient être intéressantes sur les mauvaises herbes. Et voilà, et on les a mises en culture. Donc là, on prend le cas de l'érigéron, donc on retrouve les 3 technosols et les dates de prise de photos. On voit bien qu'au démarrage, c'était assez compliqué, surtout sur les technosols qui sont assez acides, les 1 et les 2, où l'érigéron, il a rougi complètement. Mes collègues m'ont dit, oh là là, il va mourir. Je dis, non, vous inquiétez pas, ça va aller. Et effectivement, on voit bien qu'au bout de 2 bons mois, l'érigéron a commencé à bien coloniser, à prendre la place qu'on lui a laissée. Et même si le sol est compliqué, il a réussi à s'adapter. Et c'était ça qu'on voulait aussi voir dans cette expérimentation. Et donc on note des choses, le taux de reprise, le pourcentage de recouvrement, si c'est joli, si ça fleurit, pour pouvoir ensuite le proposer sur des espaces compliqués. D'accord. Donc avantage au 1 et 3 là, à vue de nez? Pour l'instant, c'est vrai que tout ce qu'on a vu se développe beaucoup mieux dans la terre végétale, donc sur le 3. Mais mine de rien, en fonction des espèces de vivaces, on a le technosol 1 ou le technosol 2 qui ressort. Voilà, on attend cette année-là pour refinir nos notations pour être sûr que ça rentre bien.
Donc voilà, là vous avez la petite fiche de celles qui prennent le mieux. On va peut-être, voilà, si vous avez des questions. Et on a fait également des mises en place sur des collectivités, donc sur terre de caux, en pied d'arbre et en alignement d'arbres. Donc on retrouve plus ou moins les mêmes espèces, à quelques exceptions près, de vivaces. Mais pour vous montrer, donc ça a été implanté ce printemps, donc on n'a pas encore les premiers résultats. Les premières notations ont été faites la semaine dernière. Et la suite, on va voir. S'il vous plaît. Voilà, donc en pied d'arbre, on a fait des mélanges un petit peu intéressants pour que ça donne des fleurs. C'était un petit peu la volonté. Donc on a la photo avant, la photo à plantation. Et enfin, la dernière planche sera celle de l'implantation en alignement d'arbres dans un milieu qui était très compliqué. Donc le milieu est parti en étude, en analyse de sol pour voir vraiment ce qu'on avait au pied. Et le but est de voir un peu quelle espèce va réussir à survivre. Bon, très intéressant. On va faire agir justement le président, Jean-Marie Prévoto. Hyper intéressant ce que nous raconte Flore, là justement, l'utilisation de voilà, dans des espaces contraints. C'était vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça. Et puis, voilà, c'est très joli aussi, côté esthétique sur les cimetières notamment. C'est quand même plus agréable quand il y a un petit peu d'herbe plutôt que du gravier avec des mauvaises herbes. Tout à fait. Alors branchez votre micro, je crois qu'il n'est pas allumé. Voilà. Voilà. Et tout à fait, ce sont des expérimentations extrêmement intéressantes. L'UNEP Île-de-France a été à l'origine du rapprochement avec Astrédor. Justement, de par une rencontre à Salon Vert avec la responsable d'Astrédor, Agnès Langlois, j'ai trouvé que les expériences, on a trouvé que les expériences qu'ils faisaient étaient des expériences extrêmement intéressantes, très enrichissantes pour notre profession, et on découvre, voilà, avec eux aussi, de nouvelles choses, et c'est bien. Alors c'est bien. Flore, pour cette... Alors rebranchez votre micro, laissez-le allumer, ce sera plus simple. Quelles sont les autres expérimentations sur quoi vous travaillez actuellement? Alors, j'imagine que voilà, vous êtes un peu touche à tout, vous n'allez pas vous arrêter là. C'est ça. Donc on travaille aussi sur la mise en place d'une filière qui s'appelle Végétal Local. Donc c'est une marque. Et on va chercher dans la nature des graines, on les récolte avec tout un protocole, on les met en culture pour refaire de la renaturation de sites. Voilà, on travaille aussi là-dessus, puis mes collègues travaillent aussi sur tout ce qui va être réduction des produits phyto, sur les espaces de production. Enfin voilà, on a vraiment un panel d'expérimentation en cours qui est assez vaste. Sur le paysage, c'est vrai qu'on s'attarde vraiment sur tout ce qui va être réduction des phytos, parce que c'est la grosse problématique actuelle. Mais voilà, on a d'autres cordes à notre arc, et on n'est pas fermé non plus à avoir des remontées des professionnels qui nous disent « j'ai une problématique ». Et nous, y travailler. Enfin voilà, on est là pour ça aussi, on est au service de la filière. Le but étant de pouvoir aider et apporter notre expertise de recherche. Vous agissez comme bureau d'analyse finalement pour tous les adhérents. Pourquoi pas. Pour vous trouver, je crois que vous êtes donc spécialiste, vous, les pros, les collectivités locales, territoriales. Si on veut vous contacter, si on veut travailler avec vous, comment on fait? Eh ben, il y a ma petite adresse mail qui s'affiche. Sinon, on peut effectivement, en allant sur le site d'Astredor, vous pouvez retrouver les unités territoriales et retrouver les numéros de téléphone sans souci. Et sinon, j'ai dit à Juliette qu'elle pouvait retransmettre le diaporama, donc il y aura, je pense, toutes les informations dedans. Voilà, parce que c'est vrai que c'est extrêmement dense. On a vu beaucoup de choses que vous nous avez présentées, beaucoup d'informations. Donc pour ceux qui souhaitent le retrouver, c'est vrai qu'on est passé assez vite, mais n'hésitez pas à demander à Juliette qui vous fera le plaisir de vous envoyer l'ensemble des diapos. Jean-Marie, vraiment une super initiative, hein, voilà, un bureau d'études pour les adhérents, pour faire des remontées, pour faire des tests peut-être aussi. Tout à fait, le partenariat avec Astrédor nous permet cela. Les adhérents qui le souhaitent peuvent adhérer à Astrédor aussi pour avoir un service plus auprès d'Astrédor. Mais déjà, les fiches qui sont passées, toutes les informations sont passées depuis maintenant 3 ou 4 mois. Il y a vraiment une mine d'informations et j'incite les adhérents qui le souhaitent à vraiment regarder le site d'Astrédor, d'interroger, parce que c'est en particulier ces composts à base de béton. Moi, je suis tombé un peu des nues quand j'ai vu ça, et on s'aperçoit que ça marche. Et dans la société moderne qui détruit des immeubles pour en construire d'autres, ou des excavations de sol aussi, on ne sait pas trop quoi faire de tous ces bétons, de toutes ces terres. Ce sont des organismes comme Astrédor qui nous permettent de recycler ces sols plutôt que d'en faire une sorte de
des normes des charges. Ouais. Voilà. Et puis le cadre réglementaire aussi, la loi Labbé qui pousse. Et la loi Labbé, la loi Labbé nous pousse effectivement à ne plus utiliser les produits phyto. Alors on a les produits bio, mais j'allais reprendre un slogan de la RATP il y a des années qui disait nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux. Donc si on est en amont et qu'on trouve des solutions avant d'avoir à utiliser des produits bio, ça ne peut être qu'une bonne chose. Ça n'empêchera pas leur utilisation, mais c'est une bonne chose de ne pas utiliser de produits du tout et que les plantes se débrouillent entre elles. Ouais. Et on l'a vu avec vous, Flore, quand on leur laisse l'espace, elles le prennent, évidemment, et il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Merci en tout cas, c'était très intéressant, Flore Diradorian. Vous restez avec nous. On va changer complètement de sujet maintenant. On est en compagnie de Dimitri Rathieu-Ville. Bonjour Dimitri. Alors voilà le protocole, vous pouvez enlever votre masque pour nous parler. Ça, on voit votre belle barbe. Dimitri, on va s'intéresser à quelque chose qu'on a peut-être vécu les uns et les autres. En tout cas, cette situation, cette crise pandémique qui nous a surpris, cueilli, qui a été très difficile. On pense évidemment à toutes les victimes, à ceux qui ont été malades, ceux qui se sont inquiétés. Ça a généré du stress et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous. Réagir au stress en temps de crise. Dimitri Rathieu-Ville, vous êtes donc psychologue clinicien, psychologue du travail. Votre rôle, c'est d'accompagner les professionnels sur ces questions de bien-être et de souffrance au travail. Vous utilisez une méthodologie clinique pour être au plus près de la réalité des professionnels. Et puis, vous êtes le cofondateur également du service Écoute Assist, des services de conseil santé et bien-être au travail. Est-ce que j'ai tout dit ou vous voulez rajouter quelque chose sur cette présentation? C'est ce que vous faites, à qui vous adressez? Merci déjà pour la présentation. En soi, vous avez dit à peu près tout ce qui était important. Notre action, en tout cas, nous, ce qu'on veut avancer, c'est vraiment accompagner les salariés et les entreprises sur toutes les questions actuelles, donc qu'a amené aussi l'épidémie de Covid. Et en particulier aujourd'hui, ce qui est important, c'est le retour au travail aussi, où plein d'entreprises sont confrontées justement à cette problématique. Et donc voilà, on essaye de les accompagner sur ces questions-là. Alors on va commencer par le début, si vous le voulez bien, c'est-à-dire le stress, on en parle toujours. Dès que vous allez voir votre médecin, il vous dit si vous avez mal au dos, si vous avez mal là ou là, c'est que vous êtes stressé. Qu'est-ce que c'est que le stress? Comment on le définit? Ouais. Alors tout d'abord, il faut qu'on fasse la distinction entre le stress général qu'on connaît nous et le stress au travail. Parce que le stress, on le sait un peu tous, c'est une réaction biologique du corps, physiologique, comme un signal d'alerte qui nous dit qu'il y a justement quelque chose de l'extérieur qui vient nous menacer et on peut nous bouger. Et donc on se met un peu en condition d'alerte, on ressent du stress. Et en fait, après, le but, c'est de retrouver un peu de pouvoir d'agir sur sa situation, se poser un petit peu. Et normalement, après, le stress diminue. Donc ça, c'est vraiment le stress biologique, on va dire, celui qu'on connaît tous. C'est une fonction vitale, en fait. Exactement. C'est vraiment un signal d'alarme pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est? Après, faut le découvrir. D'accord. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment 4 caractéristiques dans le stress. Tout d'abord, on trouve la perte de contrôle. C'est-à-dire que quand on est soumis à une situation de stress, en fait, sur le moment, on ne contrôle pas la situation. Donc c'est cette perte de contrôle sur la situation qui va nous amener justement à avoir cet état de stress. Parce que justement, on n'a plus de contrôle. Et justement, c'est lié aussi à tout ce qui est la nouveauté de la situation ou l'imprévisibilité aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Justement, faut qu'on réagisse. Mais le temps de réagir, notre corps, justement, ressent du stress. Et en dernier, il y a aussi le fait que je disais, c'était la menace. C'est parce qu'on se sent menacé d'avoir dans des situations de stress. Et c'est aussi qui est intéressant à prendre en compte. C'est quelle est la menace, justement? Est-ce qu'elle est extérieure? Est-ce que c'est autre chose? Et essayer de voir, la comprendre pour essayer de se positionner, essayer de prendre en compte tout ce qui se passe autour, souffler un petit peu et se dire c'est bon, je peux reprendre un peu de contrôle sur la situation. Voilà, donc c'est perte de contrôle, phénomène imprévisible ou nouveauté, ça peut stresser, une situation qu'on ne connaît pas, ou bien si aussi l'ego est menacé. Exactement. Et quand on parle d'ego, on parle vraiment de soi. Ouais. C'est-à-dire quand on se sent menacé nous-mêmes d'une situation de stress, la plupart du temps on réagit en fonction de nous. Donc c'est ça aussi qui va être mis en avant. C'est un peu cette menace de l'extérieur qui nous met dans cette condition de stress. Bon, on rappelle, le stress c'est normal aussi. C'était dans notre cerveau reptilien, menace, l'animal qui bondit, il vaut mieux s'échapper en courant et être stressé à ce moment-là que 5 minutes après. Exactement. Alors voilà pour le stress chimique d'une manière générale. Quelle est la différence justement, vous l'avez dit, avec le stress qu'on peut ressentir au travail? Je vais vous lire la définition de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.
justement, où ils disent qu'en fait un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes, donc que lui impose son environnement, donc l'environnement de travail, et justement la perception qu'elle a de ses propres ressources à elle pour y faire face. C'est-à-dire qu'il voilà, y a certaines situations même au travail où il y a des états de stress en fonction, parce que si par exemple on nous demande de faire certaines missions alors qu'on n'a pas les compétences, ou alors on nous demande de faire un projet avec une deadline où on sait qu'on n'a pas le temps de finir le projet, bon, on sait qu'on n'a pas les ressources nécessaires. Donc c'est cet état un peu de perte de contrôle, je dirais, voilà, qui va amener cet état de stress au travail. Mais là, on est vraiment sur les éléments du stress au travail, c'est-à-dire que c'est l'environnement de travail qui va amener cet état de stress. Bien entendu, ensuite, en sortant de notre travail, il peut aussi y avoir l'état de stress, on va dire personnel, qu'on peut ressentir aussi dans sa vie de tous les jours. Donc les deux peuvent aussi se mêler. C'est ça qui est compliqué des fois. Ça mêle d'ailleurs ce que vous nous avez dit avant, les caractéristiques. Si on a un dossier qui arrive le soir à 19h pour le lendemain, voilà, imprévisibilité, perte de contrôle, on n'est pas sûr de pouvoir réussir dans les temps. Puis peut-être la nouveauté. Bon. Donc c'est compliqué. Deux types de stress, vous nous dites, un ponctuel et un chronique aussi à différencier. C'est ça. Parce que comme vous avez dit, des fois il peut y avoir le bon stress et le mauvais stress. Alors le bon stress, on va plus l'orienter vers le stress ponctuel, c'est-à-dire que c'est des états de stress normaux qui nous arrivent dans notre travail ou autre, mais qui sont passagers. C'est-à-dire que ça peut durer 1 heure, 2 heures, mais sans plus. Mais on va passer à autre chose. Parce qu'on arrive à réussir à gérer la situation, donc on passe à autre chose. Mais si justement cet état de stress il reste et il persiste, là il devient chronique. Et c'est là que c'est délicat parce qu'au final, s'il reste chronique, c'est qu'en fait tous les jours il va revenir cet état de stress. Et donc s'il revient, ça veut dire que ça peut mettre en danger justement la santé à la fois psychologique, mais aussi physique des travailleurs. Et on retrouve des problèmes à la fois physiques comme des problèmes cardiovasculaires ou autres, mais aussi psychologiques comme de la dépression, de l'isolement, des choses comme ça aussi. Donc c'est assez important vraiment de faire la distinction entre les deux. D'accord, donc ponctuel, c'est pas très grave. Hein. Si on présente l'AG et qu'on est un peu stressé parce qu'on est au micro, ça dure 2 heures, mais c'est 1 fois par an. Par contre, si c'est tous les jours qu'on est stressé, là, danger. C'est ça, exactement. Justement, comment on les repère? Quels sont les indicateurs du stress? Comment vous, quand vous voyez des personnes, vous dites « Ah, là, on est avec une personne stressée ». Alors, comme je disais, vous avez tout d'abord les indicateurs, on va dire, physiques. Donc voilà, c'est des conséquences physiques qu'on va voir chez les travailleurs. Donc ça peut être, comme je disais, des problèmes cardiovasculaires, aussi des problèmes de peau. Ça arrive d'avoir des irritations quand on est un peu stressé, aussi des migraines, ça peut être aussi des difficultés respiratoires. Parce que des fois aussi, les conditions de stress amènent aussi des difficultés de respiration. Et donc des fois, faut faire avec. Mais aussi des problèmes de sommeil ou autre. Et ensuite, on a aussi les conséquences, on va dire, vraiment psychologiques avec le stress, où justement, là, c'est vraiment aussi la dépression, ça peut être de l'anxiété, de l'isolement, des problèmes de concentration aussi. Si on est stressé, on peut avoir du mal à se concentrer. Ou aussi des pertes de mémoire. Ça peut arriver des fois aussi d'oublier des éléments, parce que on est trop stressé. Et ensuite, en dernier, on a aussi tout ce qui est un peu les signes comportementaux. C'est-à-dire vraiment les conséquences qu'on va avoir donc dans le travail. Ça peut être de l'agressivité, des conflits aussi interpersonnels entre certains membres ou des tensions, et aussi des causes. On va avoir de l'absentéisme aussi dans le travail, ou même aussi de la diminution de la productivité. C'est-à-dire qu'on va voir que le stress a vraiment un impact sur vraiment l'activité du salarié au sein de l'entreprise. D'accord. Bon, en tout cas, problème de peau, des migraines, problème de sommeil, ça, on peut quand même s'y retrouver pas mal. Oui. Donc attention, tiens justement, comment on peut faire, est-ce qu'on peut faire son autodiagnostic? Alors oui, on peut. Il existe des questionnaires, on va dire, sur Internet qui sont en libre disposition. Alors bien entendu, j'appelle à la vigilance justement, parce que c'est aussi important de, même si on fait ces tests, d'aller voir un professionnel de santé qui peut vraiment diriger les personnes si les symptômes sont assez graves. Mais sinon, il existe 2 questionnaires, mais qui sont plus en lien avec le burn-out, donc vraiment le syndrome d'épuisement professionnel, mais qui permettent d'avoir des items sur la charge de stress. Donc ça permet un peu de se rendre compte à quel niveau de stress on peut être. Et donc on a le questionnaire MBI, c'est le questionnaire Maslach Burnout Inventory. Donc avec mon super accent anglais, et le Copenhagen Burnout Inventory aussi, où c'est 20 items pour répondre à des questions. Et à la fin, on a un petit diagnostic sur un peu notre quantité de stress au travail et un peu ce qu'on peut en faire. Donc ce sont des tests MBI, questionnaire CBI qu'on peut retrouver en accès sur Internet. Sur Google, vous tapez et vous tombez sur les questionnaires. Alors petite note perso, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vrai que dès qu'on a des symptômes,
on va sur les grands sites médicaux, on se trouve tout un tas de maladies. C'est quand même mieux d'aller directement chez le médecin. En général, on aura quand même un meilleur diagnostic. C'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu le problème doctissimo, quoi. Ouais. Quand on a des symptômes, on va sur Google, on recherche. Et on trouve sur une horrible maladie. On est plus angoissé en voyant les symptômes que quand on va voir un professionnel de santé. Donc on est stressé, en plus on est angoissé. Ouais, bon, c'est pas terrible. Alors voilà pour cette autodiagnostic, effectivement. Donc professionnel de santé, c'est une véritable maladie, en tout cas une pathologie, donc important. Évidemment, avec l'actualité, cette période Covid et même la sortie du Covid, post-Covid, un retour au travail, est-ce que vous voyez, vous qui êtes au contact des patients, ou qui voyez beaucoup de gens, eh bien qu'il y a davantage de stress en ce moment, ou au contraire, parce que ça peut être une question aussi, comme on a eu le télétravail, comme on a pu rester chez soi, peut-être il y en a certains qui ont été moins stressés. Oui, justement oui, c'est assez paradoxal, parce que en soi, voilà, en termes général, je dirais que oui, ça a amené plus de stress forcément la période du Covid, parce que si on reprend un peu la définition du stress que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve en fait les mêmes caractéristiques avec le Covid. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'environnement extérieur, c'est-à-dire qu'on ne contrôle plus l'environnement extérieur, parce que voilà, il y a aussi le Covid qui se propage ou autre. Il y a aussi tout ce qui est perte de contrôle, c'est-à-dire perte de contrôle, parce qu'on ne peut pas forcément faire ce qu'on veut, ni la liberté qu'on avait, forcément ça joue aussi sur le stress et sur le moral aussi. Et ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est la menace, c'est-à-dire que l'environnement extérieur est menaçant, parce que justement il y a le Covid, et justement ça nous rappelle aussi tout ce qui est un peu la maladie et la mort aussi, forcément liée au Covid. Ouais, et puis j'ajoute un facteur de stress, malheureusement, c'est les médias, parce qu'il y a eu tout un tas d'informations, d'infox. On ne sait pas si c'était de l'info ou de l'intox. En tout cas, il y avait toutes ces rumeurs, des plus folles, masques, pas masques. Et c'est vrai que ça a ajouté aussi à la confusion. Je pense que les gens qui voulaient des réponses à leurs interrogations légitimes ont été aussi un petit peu troublés par tout ça. La maladie, la mort, bien sûr, qui fait peur, et son corollaire, c'est-à-dire qu'on ne se voyait plus. Il y a aussi la perte de lien social. Exactement. Il y a vraiment les pertes de liens sociaux, et c'est vraiment ce qui a été, on va dire, le plus impactant chez les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment d'une société où on voyait tout le temps des gens, on pouvait sortir, on allait au travail, on allait boire des verres, ainsi de suite, à plus rien du tout. Donc on se retrouve vraiment isolé et seul en fait face à nous-mêmes, face aussi au Covid ou autre. Donc ça peut être très angoissant pour certains. Et donc justement aussi, c'est aussi l'effet miroir dans le sens où, à force de rester enfermé chez soi, des fois on n'a peut-être plus l'envie de sortir aussi par la suite. Et justement ça a été théorisé justement il y a quelques mois, c'est le syndrome de la cabane. Oui. Justement ils expliquaient qu'en fait ça correspond à la peur de sortir de chez soi, parce qu'en fait on a peur de l'environnement extérieur, et là principalement du Covid. Et donc justement ça empêchait les gens de sortir certaines fois. Et donc on peut développer des syndromes comme ça, vraiment liés à l'isolement, à la perte de liens sociaux. Et c'est ça qui est très important à prendre en compte justement dans l'accompagnement, c'est qu'en fait on est des êtres humains, et donc les liens sociaux font partie intégrante de notre vie. Donc les couper d'un coup comme ça peut être très brutal pour certaines personnes au final. Mais alors les couper, ça peut être extrêmement brutal, on a tous souffert, on est très content bien sûr de les retrouver. Ça veut dire qu'à contrario, il y a des gens qui sont tellement repliés sur eux-mêmes qu'ils ont du mal à retrouver le monde normal finalement, leur vie d'avant. Exactement. Alors je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais moi pour témoignage personnel, c'est vrai qu'au déconfinement, où on a pu ressortir à la réouverture, j'avais une petite appréhension quand même. Pas grand chose, mais c'est vrai que revenir justement dans ce monde un peu d'urgence, de beaucoup de foule aussi, en fait de passer de l'isolement à ça, des fois ça peut perturber certaines personnes aussi. C'est le temps de se réadapter. Et c'est un peu le mot, je trouve, de l'Assemblée Générale, c'est l'adaptation. C'est vraiment, on doit s'adapter en fait à ce qui se passe aujourd'hui au final. Ouais, alors rester chez soi, il y a eu aussi une conséquence, c'est qu'on a appris à télétravailler, à travailler de chez soi. Là aussi, ça a pu être un facteur de stress pour certains. Exactement, parce qu'au final, en lien justement avec la perte des liens sociaux, où le télétravail, à la fois c'est venu essayer de remplacer un peu la perte de liens sociaux, mais ça peut engager aussi justement une rupture des liens sociaux, parce qu'en fait on travaille de chez soi, on ne voit plus forcément ses collègues, et donc c'est aussi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une certaine routine, c'est aussi agréable, parce qu'il y a plein de contrats qui ont été enlevés, par exemple les transports ou autres, tout ce temps-là en fait c'est du temps pour soi. Donc c'est pour ça aussi que le télétravail était vachement avantageux pour certaines personnes à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on se pose la question de comment faire pour à la fois permettre aux gens d'avoir un peu ce télétravail, mais à la fois aussi revenir sur le lieu de travail. On a vu d'ailleurs qu'il y avait énormément de gens qui étaient en télétravail, qui travaillaient encore plus, parce qu'ils avaient justement moins de contraintes, donc ils pouvaient être devant leur ordinateur en visio dès 8h du matin, dès qu'ils se levaient, et jusqu'à beaucoup plus tard, avec une porosité vie pro, vie perso aussi, qui a pu être handicapante à un moment où on ne sait plus très bien où on en est. Exactement.
Parce que vous avez raison, vous parlez de la vie personnelle et de la vie professionnelle qui a été mélangée. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la question de l'intime aussi en télétravail. Parce que ceux qui télétravaillaient de chez eux, que ce soit dans leur bureau ou même dans leur chambre, il y a accès aussi à chez soi. Et donc ça vient aussi tout se mélanger avec la sphère professionnelle. Et des fois, ça peut être plus compliqué justement de gérer ça aussi. Il y a vraiment un lien entre les deux. Ça a été vraiment un bouleversement. Tiens, justement, à propos de télétravail, on espère, enfin on en est à la fin, certaines entreprises l'ont pérennisé. On pense notamment à certaines grosses entreprises américaines qui ont dit, voilà, elles laissent complètement le choix à leurs employés, ou télétravail, ou bureau, ou les deux. En France, on sent qu'il y a un petit retour en arrière. On a dit oui, on va ouvrir le télétravail. Et puis là, les managers ont envie quand même de retrouver des gens et leurs équipes au bureau. Comment ça se passe ce retour? Est-ce que là aussi, il y a des gens, on a parlé du syndrome de la cabane, qui voudraient bien rester dans leur cabane, surtout s'ils y sont bien? Exactement. Et plus revenir au bureau. Exactement. Je pense que voilà, après, c'est chaque être humain est singulier. Donc on a tous un peu nos représentations de comment on veut être et ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce télétravail, qui aiment bien rester chez eux aussi. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est le retour au télétravail qui peut être stressant pour certaines personnes, sur les transports, même les relations sociales aussi, même juste le monde extérieur, c'est-à-dire revenir dans ce monde extérieur. Et je pense qu'il est vraiment intéressant, c'est qu'il faut que les entreprises accompagnent leurs salariés vraiment sur ces questions-là, mais vraiment pour redonner, comme je disais, un pouvoir d'agir, un contrôle en fait sur leur situation de travail. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être un aménagement des horaires, ça peut être un mix télétravail présentiel. Voilà, et en fait, il faut penser, je pense, avec les salariés vraiment leurs besoins en termes de retour au travail actuel. Ouais, en tout cas, on le sait, ça fait des dégâts et des ravages, ce stress au travail. Un enjeu de cette fameuse QVT, la qualité de vie au travail, c'est de prévenir ce stress. Alors, pour les entreprises, pour les dirigeants qui nous écoutent, comment on le prévient, ce stress en entreprise? Alors moi, ça c'est ma vision des choses, mais en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de mettre en place des actions collectives en termes de prévention, pour entretenir la santé au travail. Et justement, pour moi, ce qui est important, c'est de faire tout d'abord un état des lieux de l'entreprise. C'est-à-dire, essayer de voir un peu, tout va dépendre de la taille de l'entreprise, bien entendu, ce ne sera pas pareil, mais faire voir un peu le climat social de l'entreprise, essayer de voir un peu quelles sont les thématiques santé au travail présentes dans l'entreprise, pour par la suite, en fait, proposer des actions concrètes d'accompagnement collectif sur ces questions-là. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Vous allez dans l'entreprise, parce que c'est pas évident de percevoir, c'est souvent des relations interpersonnelles qui génèrent du stress, ça peut être un manager ou un collaborateur qui ne plaît pas, une équipe qui ne s'entend pas. Comment vous décelez ça? Vous restez dans l'entreprise, vous vous immergez? Exactement. Alors chez Écoute-Assist, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle ça le point conseil. Donc on vient dans l'entreprise, on met en place un point conseil, alors qui peut se mettre soit en visio, soit en présentiel, tout dépend du contexte. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise des entretiens individuels avec à la fois les salariés et aussi les dirigeants. Et le but, en fait, c'est de mettre en avant leurs besoins à tous et ressortir des thématiques globales, vraiment sur qu'est-ce qui fait défaut, on va dire, qui dysfonctionne dans l'entreprise, mais aussi tout ce qui est facteur de protection. Parce qu'une entreprise, il n'y a pas que des mauvaises choses à l'intérieur, il y a aussi des bonnes choses. Et le but, c'est d'essayer de trouver la balance un peu pour justement qu'à la fois il y ait des facteurs de protection et qui diminuent aussi les facteurs de risque au sein de l'entreprise. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez, Dimitri, justement de ces entreprises qui ont mis en place des choses un peu cosmétiques pour certains, en tout cas pour la vieille école, le baby-food, des salles de repos, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est quelque chose qui devrait être développé ou finalement il faut revenir aux fondamentaux? Alors, comme je dirais, c'est un peu partout, c'est un système de balance. C'est-à-dire, bien entendu, c'est toujours bien de pouvoir amener justement des choses en plus aux salariés en termes de bien-être au travail. Après, il ne faut pas non plus rester que dans ça. Je pense qu'il faut un mix en fait. Il faut pouvoir proposer des choses comme vous dites, peut-être un baby-foot ou je sais pas moi, une cantine vraiment exprès pour ses salariés. Mais bien entendu, rendre compte qu'en fait, c'est pas ça le plus important en fait. C'est pas le baby-foot le plus important, c'est ce qui va se passer autour. C'est-à-dire grâce au baby-foot, vous allez pouvoir avoir du lien avec vos collègues, vraiment discuter, échanger et souffler 30 minutes après votre journée de travail. Et c'est ça le plus important au final. Ouais, c'est ce qui nous a manqué d'ailleurs ces derniers mois, d'aller souffler ou prendre un verre avec ses collègues. Mais bon, on va pouvoir profiter bientôt des terrasses. Un des facteurs de stress les plus importants, c'est aussi, on en a parlé avec cet ouvrage de référence sur les bullshit jobs, c'est-à-dire quand on a l'impression de faire quelque chose finalement qui ne sert pas à grand-chose. On fait des réunions pour faire des réunions, pour programmer d'autres choses, mais qui n'aboutissent pas. Et ça, c'est aussi un générateur, alors non pas de burn-out, mais de bore-out. En anglais, bore, c'est l'ennui. On s'ennuie tellement qu'on est au bout du rouleau. Exactement. Parce que vous avez le burn-out qui est vraiment sur l'épuisement professionnel. Ouais. On en fait trop, qui travaille trop et on ne peut pas dire non. C'est surtout aussi ne pas dire non, parce que ça, forcément, ça envoie les gens vers cette chose-là. Que le burn-out, oui, comme vous dites, c'est vraiment l'ennui total. Et c'est vraiment en fait ce phénomène aussi de réunionnite.
voilà, je ne sais pas si le nom vous parle, où en fait, dans certaines entreprises, il y a beaucoup trop de réunions. Voilà, dans la journée, ça peut être des fois 7-8 réunions de 30 minutes. Et en fait, des fois, ça peut perdre les gens sur leur activité de travail. C'est-à-dire que ça leur coupe dans le travail. Donc, forcément, ils peuvent s'ennuyer aussi avec ces réunions. Mais c'est vraiment l'inverse du burn-out, mais qui, malheureusement, est aussi présent dans les entreprises. D'accord. Même question pour Flore, pour faire appel à vos services. Comment on fait si on est intéressé justement pour préparer cette phase de retour au travail en vrai? Ouais. Alors, on a un site internet qui s'appelle écoute-assise.com. Et sinon, vous pouvez me contacter moi. Donc voilà, sur LinkedIn, on a aussi une page internet. Et moi, c'est Dimitri Ratcheville. Voilà. Très bien, c'est clair. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si on a des questions. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez participer, ceux qui sont derrière leur écran. Jean-Marie, une petite réaction, Jean-Marie Prévoto, à ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression, alors bien sûr, le stress touche tout le monde. C'est pas parce qu'on est dans la nature ou dans les entreprises du paysage qu'on est moins touché, mais c'est vrai que par rapport à ceux qui devaient rester, je ne sais pas, peut-être ça a été votre cas, président derrière l'ordinateur, le fait de pouvoir sortir, j'ai l'impression que c'est un facteur peut-être apaisant. Est-ce qu'on est stressé dans les entreprises du paysage? Alors on est stressé dans les entreprises du paysage comme dans toutes les entreprises. La seule peut-être chose qui s'applique moins dans les entreprises du paysage, c'est la notion de télétravail, puisque le staff administratif est moins important qu'au Crédit Agricole. Dans l'administratif, par exemple le personnel, mon assistante faisait déjà du télétravail, elle supporte mal le télétravail, mais elle en faisait 2 jours par semaine, elle a continué. Mais j'entends tout à fait le retour au travail, ça a été pour nos entreprises l'année dernière au mois de mai. On a continué à travailler, on a arrêté 15 jours du 15 mars au 1er avril et ensuite on est revenu doucement à la normale au 1er mai. C'était le contact à l'extérieur. Sortir de chez soi, ça voulait dire prendre les transports en commun, ça voulait dire aller voir les gens et être face à l'incompréhension de clients qui ne comprenaient pas que les ouvriers jardiniers puissent être stressés parce qu'ils travaillaient dehors. Alors dehors, pas de maladie, il fait beau, vous êtes immunisés. C'était absolument extraordinaire. C'était très compliqué d'expliquer aux gens. Je comprends tout à fait cette notion de stress. On a fait dans l'entreprise, on a fait appel, on a identifié des zones de tension, de stress, d'incompréhension. Ça a été très profitable à un moment où, pour différentes raisons, il y avait un manque de communication entre les salariés et la direction, entre les cadres et les salariés, et ça a beaucoup amélioré. Là, il y a eu 2 ans de travail, et après 2 ans, ça s'est bien amélioré. D'accord. Une question, tiens, justement, sur l'UNEP Île-de-France, puisque là aussi, le bureau a été touché, on imagine, et pourtant, on a vu durant l'Assemblée Générale que vous avez été extrêmement actif pour accompagner les adhérents. Comment ça s'est passé là, quand on vous annonce dans le bureau qu'il va falloir s'organiser différemment? On a fait de la visio, comme tout le monde. On en a tous marre de la visio, mais vraiment, parce qu'on a tous plusieurs activités, on passe notre vie derrière les écrans à parler à des gens. C'est vrai que les réunions physiques sont quand même beaucoup plus agréables. On a l'impression de respirer. Au bureau Île-de-France, on a été très solidaires. On a beaucoup communiqué et le groupe WhatsApp est né d'une affluence de questions sur le groupe WhatsApp UNEP. On a fait un groupe WhatsApp Covid avec des règles en disant le matin de 8h du matin à 7h le soir et pas le week-end parce qu'on recevait des messages qu'à 11h, minuit et le week-end. Donc on a dit aux gens voilà, mais ça a été très 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 actif et je pense que ça fait partie aussi des raisons de la satisfaction des adhérents en voyant qu'on a tous été mobilisés, qu'on a tous été présents, qu'on a essayé de répondre le mieux possible à toutes leurs attentes. Voilà, donc ça nous a... on a été unis sans se voir en définitive, en se voyant par visio, c'est pas mal. Et ça a plutôt fonctionné. Ça a plutôt fonctionné. Flore, tiens, je vous le fais réagir également. Vous, comme disait Jean-Marie, vous avez été au contact, on a vu, vous étiez peut-être dans vos expérimentations à l'époque. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez ressenti ce stress? Alors peut-être soit pour vous, des équipes, ou bien des clients peut-être, ou vos clients? Nous,
ça nous a mis en retard en fait sur certaines expérimentations, surtout sur les cimetières où on devait faire des enquêtes terrain, où on s'est retrouvé à faire la première enquête. On s'est dit ouais, on se fait ça au rameau. Manque de peau, premier confinement. On a dit c'est pas grave, on décale à la Toussaint. Manque de peau, deuxième confinement. Donc on s'est retrouvé avec une expérimentation qu'on a dû décaler d'1 an parce qu'on n'a pas pu rencontrer les gens. Je sais que la Fredon qui a fait cette enquête a eu du mal en fait à pouvoir aller dans les services techniques où c'était oh non mais on veut pas forcément de personnes extérieures qui rentrent dans les services techniques ou dans les mairies avec les élus pour poser les questions et pour faire un contact extérieur qui rentrait. Personnellement, moi sur mes visites en collectivité, ça s'est énormément réduit l'année dernière. J'en ai fait un petit peu entre les 2 confinements où j'ai des mairies qui se sont dit finalement on aimerait bien que vous veniez, mais c'était compliqué. Et on est tous, sinon, avec tous mes collègues, on était en télétravail, chacun chez soi. Donc, éclater sur 4 sites, c'est vite compliqué. Donc, vive la visio quand même. Et on est tous plus ou moins encore en télétravail avec une journée de temps en temps au bureau ou quand on fait des réunions, etc. Mais c'est vrai qu'on a bien vu que pour les gens qu'on allait voir, c'était des fois compliqué, nous, extérieurs, de venir. Alors, pas comme une menace presque. Jean-Marie parle d'incompréhension, c'est vrai que ça pouvait surprendre de voir comme ça dehors, alors que tout le monde était on n'a pas arrêté de travailler en fait, nos essais ils nous ont pas attendus, donc on devait aller les noter, on devait prendre des photos, on devait faire tout ce genre, on a fait en fait les comptes rendus qu'on devait faire et les gens comprenaient pas mais tu travailles, bah oui je travaille en fait, et les gens nous regardaient un peu comme des ovnis. Bon, le retour à la normale, en tout cas, on a l'impression que c'est plutôt, Jean-Marie, pour septembre. Là, les entreprises sont encore très précautionneuses, puis en plus, c'est les mois d'été. On va laisser passer les vacances. On a l'impression que ce retour à la normale, en tout cas au travail et au bureau, ça va plutôt être pour septembre. Comment ça va se passer pour vous à l'UNEP ? Écoutez, oui, les vacances arrivent à grands pas. On a quand même de l'activité en juillet et août dans l'entretien de jardin, mais tout ce qui est réunion, enfin je pense que ça devrait à partir de septembre, je l'espère, qu'on puisse retrouver un rythme normal. Comme l'a dit Jean-Marc Sipan tout à l'heure, je vous incite fortement à venir à Paysalia, c'est un salon absolument extraordinaire. On n'a pas assez de participants d'Île-de-France qui y vont, c'est dommage, c'est vraiment un salon dans lequel on rencontre beaucoup de fournisseurs, on voit plein de choses, le carré des jardiniers, et c'est superbe. Et puis Lyon, on y mange bien. Donc ça, n'oublions pas que nous sommes français, que nous nous revendiquons. Voilà, donc voilà un peu pour le 2021 et finir l'année sur une note sympathique est agréable. Ça, c'est un bon message anti-stress. Une dernière question, c'est pour Dimitri Ratioville. C'est vrai que là, on a vu en tout cas que vous avez du boulot en ce moment. Les consultations chez les psychologues ont augmenté. Je crois que la consommation aussi, malheureusement, de médicaments. Est-ce qu'on peut espérer quand même que à la maladie refluent, on va avoir aussi une baisse et que les Français vont retrouver le moral? Alors, c'est compliqué comme question ce que vous me dites parce que c'est pas forcément... Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, voilà, pour être factuel? Alors, en fait, c'est assez paradoxal. Est-ce qu'il y a un retour à la banane, maintenant qu'on peut, depuis quelques jours, se déconfiner, retrouver les terrasses et voilà, avoir le cœur un peu plus léger? Je dirais que oui, depuis la réouverture des terrasses et surtout l'allègement du couvre-feu, on est tous un peu contents, c'est-à-dire voilà, on peut retrouver un peu de liberté et ça joue aussi sur le moral justement des Français, je pense. Après, la question, c'est à voir qu'est-ce qui va se passer prochainement. C'est-à-dire que si on est dans cette situation où on prend du plaisir à ressortir, à avoir des libertés, si dans 6 mois on est un confinement, en fait c'est l'incertitude. Tant qu'on ne saura pas vraiment où on va, on ne peut pas forcément dire si on ira mieux ou pas mieux. Tout dépend en fait de l'évolution de la situation. Ouais, évolution évidemment de la situation sanitaire. On ne va pas ouvrir la page vaccin parce que ce serait trop compliqué, il nous faudrait une autre heure. Je vais laisser le mot de conclusion à Jean-Marie Prévoto voilà, pour terminer ce temps fort avec nos 2 invités. Voilà, écoutez, je vous remercie tous et toutes d'avoir assisté à cette assemblée générale, que j'espère en présentiel, comme on dit, même si je déteste ce mot, l'année prochaine. En vrai. En vrai. Voilà, en vrai de vrai. Simplement pour dire qu'à tous les adhérents qui se sont inscrits à l'Assemblée Générale, on leur a envoyé un petit livre qui s'appelle Le nuancier du jardinier, ainsi qu'un petit pot de miel transilien
Voilà, donc vous avez les fleurs et le miel fait par les fleurs que vous avez dans le bouquin. Voilà, c'était pour vous remercier de votre présence. D'habitude, on boit un verre, on mange un peu, le soir on se retrouve à dîner. C'est un peu un succès d'année, mais j'espère qu'il vous fera plaisir. Merci. Merci Jean-Marie, merci donc à vous tous d'avoir participé, nombreux à cette édition 100% digitale. Ça a été un plaisir pour moi d'animer votre assemblée générale. Merci. Un grand merci à vous tous. Merci Dimitri Ratioville, merci Fleur Diradourian et puis merci Président Jean-Marie Prévoto. On se retrouve pour la prochaine AG en vrai, comme disait Jean-Marie, et on espère dans un lieu exceptionnel. Très bonne journée à tous et à très bientôt.